C'est une habitude, hélas, chez les syndicats majoritaires. Ils zappent, ils oublient systématiquement les syndicats minoritaires, donc dits non représentatifs. Donc tous ceux qui ne siègent pas, c'est-à-dire tous ceux qui ne magouillent pas avec le gouvernement, ne sont jamais invités sur les intersyndicales. J'ai eu Fabien Van Elmerick, donc le secrétaire général du syndicat Alliance. Je l'ai sollicité à ce sujet. Je lui ai dit mais la FPIP s'associerait bien volontiers au mouvement, donc nous apprécierions de pouvoir être cités. Et ce dernier a botté en touche en me disant qu'il avait certainement prévenu par mail, mais que le mail avait dû se perdre. Mais ça, c'est comme quand le ministre M. Darmanin annonce qu'il va recevoir tous les syndicats. Systématiquement, j'ai mon carton d'invitation qui se perd et qui n'arrive jamais. Je pense que nos idées dérangent tout simplement. Elles dérangent parce que nous on fait des constats pragmatiques sur le terrain et on essaie d'être force de proposition et d'amener des solutions. Mais les solutions qu'on souhaite amener ne sont peut-être pas les plus vendeuses politiquement parlant. Donc nous, fort de nos propositions, on essaye de les remonter. Les politiques, quand ils les voient, font la sourde oreille, ils préfèrent ne pas les voir. C'est un peu comme quand ils commandent des rapports parlementaires. J'y fais souvent référence. Le gouvernement avait eu un très bon rapport parlementaire sur les phénomènes de délinquance qui était le rapport Bonne-Maison en 1983. Dès lors, il y avait des préconisations qui étaient faites, qui auraient été de bonnes préconisations si elles avaient été suivies des faits. Ça n'a pas été le cas. Et à chaque gouvernement, il y a de nouveaux rapports parlementaires qui sont commandés. Je fais référence par exemple au rapport Benisti que j'avais pu étudier, qui lui aussi, à chaque fois, dresse un constat avec les aggravations du temps qui a passé, repréconise des solutions qui ne sont jamais mises en œuvre. Et de ce fait, c'est un peu comme si vous aviez une maison avec une toiture qui prend l'eau et qu'à chaque fois, au lieu de la faire réparer, vous faisiez refaire un devis tous les 2-3 ans. Et donc le problème s'aggrave et ne se solutionne jamais. Rien n'est fait parce qu'il faut quand même une certaine audace politique, un certain courage pour appliquer les mesures qui s'imposent, notamment en matière de traitement de la délinquance, tant sur l'aspect préventif que répressif. Il était plus vendeur pour nombre de nos gouvernements de mettre en œuvre seulement les solutions préventives sans les aspects répressifs, parce que ça l'aurait rendu impopulaire. Et de ce fait, quand on a un gouvernement qui n'est pas sûr de sa solidité démocratique par les urnes, parce qu'il a été élu de justesse, ou parce qu'il a été élu pour ne pas en faire élire un autre, forcément, il n'a pas le courage politique de prendre les bonnes mesures répressives qui s'imposent. Là, on le voit, l'intersyndicale, d'autres syndicats réclament des réformes de la légitime défense notamment. Ça n'a ni queue ni tête, puisque les lois sont bien faites telles que prévues initialement. L'article 122.5 du Code pénal qui prévoit la légitime défense est très bien fait. Les articles du CSI 434 et suivants pour protéger les policiers sont très bien faits. Ce qui manque, ce sont des applications de la loi telle qu'elle est prévue. C'est-à-dire il faudrait arrêter de réinterpréter la loi, que les juges se permettent de réinterpréter la loi pour à chaque fois mettre en cause les policiers et trouver des excuses aux délinquants. C'est bien ça le fond du problème. Moi j'attends une jurisprudence où un policier qui sera en situation de légitime défense fait usage de son arme comme cela est prévu et n'est pas traité comme un coupable, comme un criminel et n'est pas vendu à la vindicte populaire comme on peut le voir à chaque fois avec un pouvoir politique qui soutient les voyous au lieu de soutenir ses forces de l'ordre. J'attends que l'on puisse avoir ça et des magistrats qui aillent dans ce sens. Le gros problème en France, il ne vient pas du code pénal, il ne vient pas de nos lois, elles sont toutes très bien faites. Il vient de ceux qui les appliquent, c'est-à-dire il vient des magistrats, il vient de nos ministres de la justice successifs qui n'ont jamais eu le courage politique de rappeler à l'ordre ces magistrats qui à chaque fois interprètent à leur sauce les lois et à chaque fois trouvent des excuses aux délinquants et ne prennent jamais en compte les victimes qui, eux, psychologiquement, prennent perpétuité. La France, c'est quoi? 47 millions d'électeurs à peu près. Quand vous avez dans la rue 100 000, 200 000, voire même 1 million de personnes qui viennent tout casser, ça fait quoi? Un 47e de l'électorat français? C'est pour ça que ce n'est pas la rue qui commande dans une démocratie. On ne peut pas écouter ceux qui viennent et qui saccagent tout. Par contre, on a le devoir de maintenir l'ordre républicain. Et cet ordre républicain, on a la capacité à le maintenir avec des forces policières. On a éventuellement une force de deuxième catégorie en termes d'intervention qui est la gendarmerie mobile, qui suffirait amplement
On a un syndicat ultra-minoritaire qui a appelé à faire intervenir l'armée dans les cités et à boucler les zones perdues de la République avec des checkpoints un peu à l'image de ce qui se passe en Israël. C'est une comparaison qui n'a pas lieu d'être dans un État comme la France, où nous avons encore une démocratie, une police républicaine qui est tout à fait capable de faire appliquer les lois de notre pays partout. Il faut juste qu'il y ait une volonté politique de le faire, et nos policiers sont tout à fait en capacité de le faire. Et de toute façon, même si on bouclait, même si on envoyait l'armée, qu'est-ce qu'on ferait une fois que c'est fait? Ça ne résoudrait pas le problème. Le problème de la consommation de drogue, il vient d'où? Il vient essentiellement des consommateurs. Si vous coupez une tête, il en repousse une autre de suite. Alors que s'il n'y a plus de consommation, il n'y a plus de problème de trafic de stupéfiants. Le problème de l'armement, on voit qu'en ce moment, il y a une volonté des politiques de restreindre la capacité de s'armer. Mais restreindre l'armement légal, ça n'a pas de sens, puisque tous les faits de délinquance qui sont commis, toutes les tueries, toutes les atteintes à la vie qui sont faites avec des armes à feu, le sont avec des armes illégales. Donc en fait, il n'y a pas d'intérêt à empêcher les tireurs sportifs de pouvoir acquérir des armes, par exemple. On a toujours des politiques qui prennent des décisions en dépit de tout bon sens. Ils prennent des décisions comme ça qui ne sont pas sensées, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas faire les bons constats. Je dis qu'ils ne veulent pas les faire parce que je ne peux pas croire qu'ils soient stupides au point de ne pas être en capacité de les faire. Surtout quand on peut commander des rapports parlementaires qui eux-mêmes font des préconisations qui sont tout ce qu'il y a de plus valables. Je pense que ce maire fait surtout un acte politique, il veut plaire à une partie de son électorat très certainement, mais désarmer la police municipale comme il souhaitait le faire, et également il voulait mettre fin à la brigade canine dont il disposait, si je me souviens bien, ça fait quoi? Ça veut dire qu'il vend des policiers en uniforme qui sont des cibles en leur ôtant tout moyen de répondre à une potentielle attaque. Donc en fait, ce maire-là, il vend des cibles à des auteurs d'attentats islamistes potentiels. Ce maire-là, il vend des cibles à la vindicte populaire, si jamais il y avait des mécontentements dans sa ville. Moi, à leur place, si j'étais policier municipal là-bas, je démissionnerais puisque je n'aurais pas les moyens de ma fonction. Et je ne vois pas comment on peut vouloir se doter d'une police municipale sans vouloir la doter des moyens qui vont avec pour qu'elle puisse tout simplement remplir sa mission. Donc voilà, c'est quelque chose qui interroge, mais c'est surtout un maire aujourd'hui qui va mettre en danger la vie de ses fonctionnaires de police. De plus en plus, on l'a vu avec l'interdiction dans les maintiens de l'ordre des grenades offensives, puis des grenades Gli F4, et puis petit à petit on va interdire les LBD, et puis on va demander à ce que les policiers n'aient plus leur arme à feu sur eux, et je ne sais jusqu'où on va aller. Tout ça n'a pas de sens, si ce n'est faire en sorte de permettre à la violence d'augmenter, parce que si le policier ne peut pas avoir une action où il vient réprimer fortement la violence à un instant T, si on lui enlève les moyens dont il est doté, ça encourage la surenchère, ça encourage l'augmentation des faits de délinquance, avec au final une impunité quasi totale des auteurs qui les commettent, puisque les policiers désarmés n'auront pas les moyens d'appréhender les auteurs. Aujourd'hui, être policier, c'est devenu presque impossible. Être policier sur la voie publique, c'est s'exposer à des sanctions administratives, voire même à des sanctions pénales pour avoir tout simplement fait son travail. Si aujourd'hui, sur les derniers sondages, on voit que 74% des policiers actifs votent ou soutiennent Marine Le Pen et le Rassemblement national, ce n'est pas un hasard. C'est la seule personnalité politique qui veut leur redonner les moyens de tout simplement exercer leurs fonctions dignement, qui veut tout simplement faire en sorte que les policiers français puissent faire appliquer l'ordre républicain dans la rue. Donc forcément, cette lassitude chez les policiers, elle va amener à quoi? À des suicides, elle va amener à des arrêts maladie, elle va amener à des démissions. C'est ce qu'on observe déjà. On a un gouvernement là qui recrute tant qu'il peut, car on est à 3700 policiers formés par an à peu près. Pour arriver à ces quotas, on a réduit la formation à 7 mois et demi. On récupère des gardiens de la paix qui ont eu leur concours avec des notes de 7 ou 8 sur 20 de moyenne. Et on ne met plus personne dehors dans les écoles de police, quelles que soient les fautes commises, y compris des trafics de stupéfiants ou des agressions. Donc quand vous voyez
la police que l'on est en train de constituer, effectivement les choses n'iront pas mieux. Néanmoins, les citoyens normaux, entre guillemets, soutiennent la police. Le problème, c'est que c'est une majorité silencieuse. On ne l'entend pas, on ne l'en voit pas. Alors que quand vous avez une minorité qui vient dans la rue pour tout casser, pour tout brûler, ceux-là forcément on les voit et on les entend. Et le problème, la faute, elle est aux hommes politiques qui gouvernent à vue, en écoutant la rue, en écoutant ceux qui mettent le feu, parce qu'en faisant ça, ils montrent que ça marche, et donc ils incitent à continuer à user de ce type de moyens d'action. Donc les gros responsables sont les politiques qui cèdent. Et l'ensemble, la grande majorité, on va dire, des citoyens français n'est pas pour ça. La majorité des citoyens français est pour sa police. Et moi, j'ai confiance en nos concitoyens en tant que policiers. Je sais très bien que je peux compter sur eux. Je sais que mon ennemi, il est où? Il est chez les délinquants, il est chez les familles de délinquants qui refusent de reconnaître leur responsabilité dans la dérive de leurs membres et qui, non contents de refuser de reconnaître leur part de responsabilité, en plus revendiquent de pouvoir continuer à être déviants, revendiquent toute forme de séparatisme et revendiquent au final de tuer le vivre ensemble à la française et de s'imposer eux en tant que nouvelle génération de Français alors qu'ils ne représentent ni nos valeurs, ni notre culture, ni notre drapeau.